une fois que donc on a avisé les gens qui allaient avoir un projet, on informe les gens. Et là, je vous présente ici un graphique qui donne en pourcentage ou en nombre le nombre de fois où on a déclenché une enquête après que les gens étaient informés. Donc, au début, vous voyez que les gens considéraient qu'ils étaient assez informés parce qu'ils ne demandaient pas toujours l'intervention du BAP. Et au fur et à mesure que les années passent, là, c'est par bloc de 3 ans, là, les gens veulent en savoir un peu plus, puis ils veulent être un peu plus informés par rapport au sujet. Et ils demandent au ministre, bien là, nous autres, on considère que l'étude d'impact n'est pas suffisante, on aimerait que vous questionniez, puis nous, on aimerait questionner le promoteur, et qu'on aille un peu plus loin par rapport à la connaissance de ce projet-là et ses impacts. Grosso modo, maintenant, on roule à peu près à 40 donc, des projets qui viennent sous enquête au BAP. Donc, depuis 38 ans, on a eu 323 audiences publiques. Près de 3000 requêtes ont été faites justement pour aller plus loin. On a reçu près de 12 000 mémoires au BAP qu'on a traitées. Quelques statistiques records. Par exemple, un projet de centrale en 93 d'énergie. Il y a eu 209 requêtes qui ont été demandées pour aller plus loin en enquête. Le projet Rabasca, on a reçu près de 700 mémoires à traiter pendant nos audiences. Et ceux qui suivent l'actualité, dernièrement, il y a un petit projet qui traverse le Québec et on a reçu 1200 intentions de mémoire pour procéder à ce travail d'analyse et 4200 commentaires. Et on a arrêté, on va recommencer ça l'automne prochain probablement. Donc, ces constats-là nous ont permis de gratter, puis on a fait un gros travail d'analyse des rapports sur comment le concept d'acceptabilité sociale a été pris en compte par les commissaires au cours des 38 dernières années sous différentes formes, sur différents vocables. Puis, je m'inspire un peu de ce que Pierre a dit tout à l'heure aussi. On a utilisé beaucoup la sémantique. C'est quoi les mots que les gens utilisaient pour présenter leur mémoire? Ce que les commissaires aussi ont utilisé comme terminologie pour comprendre l'évolution et sortir les grandes tendances. On a fait une analyse sur les 10 premiers rapports, puis sur les 10 derniers, puis on a regardé aussi entre les deux comment ça s'est passé à l'intérieur de ces 40 dernières années-là. Donc, ça va se passer en 6 temps. Comment ça s'est passé au tout début. Ensuite, dans les années 90, on va voir qu'il y a eu un peu de changement dans la terminologie puis dans la manière d'aborder les mandats. Et on va regarder à la fin l'époque d'aujourd'hui, puis quelques mots sur l'avenir. Donc, en 1978, le BAP est créé. L'idée de l'Assemblée nationale, c'était d'affirmer le droit des citoyens à l'information et à la consultation. Elle reconnaissait la valeur et la pertinence de la contribution des populations là, dans l'évaluation environnementale. Alors, M. Léger a mis en place cette législation-là. Et il y a un journaliste qui dit que cette législation reflète ce désir naissant des populations de porter une plus grande attention au monde de la biologie. Elle se conforme à cette volonté nouvelle de veiller au développement en fonction des intérêts communs perçus d'une manière plus objective. Premier projet qui est analysé, le processus n'est pas encore tout à fait au point, là. La première partie, la deuxième partie, et tout ça. Mais je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à l'époque. Je vois quelqu'un là-bas qui opine de la tête. On a donc eu ce premier mandat concernant la construction d'une autoroute près de Québec pour constater, dans le fond, qu'il y avait une inacceptation sociale dans cet endroit-là. Donc, il y a eu cette émergence du concept au tout début. Ça s'appelait peut-être autrement, mais on a commencé tranquillement à travailler sur ce sujet-là. Et donc, voici ce qui ressort comme mot quand on a analysé les premiers rapports là, qui ressortaient le plus souvent. Donc, population, majorité, opposition, conviction, scepticisme. Donc, dans les premiers rapports du BAP, ce sont ces premiers mots-là qui sortent, opposition citoyenne. Donc, au départ, c'est comme ça qu'était évoqué ce qui nous semblait, à notre avis, relié à l'acceptabilité sociale. Quelques citations dans les premiers rapports. Par exemple, la Ville de Beauport a dit que des audiences publiques ne soient tenues que lorsque l'intérêt est réellement menacé sur une base assez large. Alors, il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut faire là-dessus.
Et un autre rapport au tout début sur une usine de traitement de résidus. Pourquoi imposer un tel projet à une population si peu réceptive? Objet d'une opposition bien organisée, le projet du promoteur a été soumis à un examen attentif de la population avant que ne débute l'audience. Petite anecdote, à la ville de Beauport, lorsque la première audience a eu lieu, les équipes du BAP avaient réservé une salle de 70 personnes et il en est venu 700. Alors, il y a eu comme un peu un début là, assez sur des chapeaux de roue de cette idée du BAP. Là. La première mention d'acceptabilité sociale vraiment dans les commissions, c'est le poste des cantons où le rapport cite que la formule de compensation et tous les mécanismes est une des clés de l'acceptabilité sociale des projets. C'est là, c'est dans 83, donc on a commencé à voir apparaître là, dans nos rapports c'est cette idée-là. On y parle de l'absence d'appartenance du milieu envers le projet et de mesures de compensation pour favoriser l'acceptabilité sociale. Deuxième aussi, je fais des extraits, hein, mais on a essayé de trouver les endroits où c'était le plus parlant. Il y a un gros projet sur un programme de pulvérisation contre la tordeuse des bourgeons d'épinette, où, dans le contexte, la Commission estime que l'étude des solutions de rechange, l'accord des populations impliquées est nécessaire pour que ça soit jugé acceptable. Donc, on commence tranquillement à juger de cette notion de dynamique là, de l'acceptabilité et la recherche d'un consensus social. Dans les des années 90, on a vu aussi, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, vous savez, le ministre a le pouvoir de demander au BAP d'enquêter sur toute question relative à l'environnement sans qu'il y ait nécessairement de projet. On appelle ça des audiences génériques. Et une des audiences sur les déchets dangereux, le ministère de l'Environnement et le comité de suivi, ils ont pris un guide et puis ils ont établi une grille de critères. Et le premier critère qu'ils ont établi à cette époque-là sur les déchets dangereux et leur disposition et leur gestion était, bien sûr, comme vous le voyez tous, l'acceptabilité sociale. Donc, on commence tranquillement à le mettre en place, à évoquer cette idée-là dans les rapports. Les années 90 voient également arriver une notion un peu plus concrète, ça a toujours existé, mais ça se concrétise un peu plus dans les rapports, c'est celle de la perception du risque à travers... Puis quand je dis ça, c'est à travers les mémoires des gens, à travers les questions des commissaires, puis à travers, bien sûr, les écrits dans les rapports. On creuse, dans le fond, un peu plus scientifiquement et on pense qu'on a une analyse un peu plus objective. Donc, jusqu'à tout récemment, l'acceptabilité des risques, vous voyez, je ne vais pas tout lire ça, mais vous voyez ce qui est dit dans les rapports, perception du risque, favoriser une prise de décision plus respectueuse des valeurs et des propriétés de la population touchée. On tourne toujours autour là, de cette idée-là là, d'acceptabilité relative je dirais, à l'adéquation à ce que les gens et la population ressentent. Quelques moments forts dans ces années 90-là. Bien sûr, tout ce qui entoure la gestion des sites d'enfouissement. Là, ceux qui suivent un peu l'actualité, personne ne va avoir un site d'enfouissement près de chez eux. Alors, il y a eu beaucoup de questionnements dans la population autour de l'émergence de cette filière de gestion des matières résiduelles. Il y a eu un premier rapport qui a consacré un chapitre entier, celui de l'agrandissement d'un lieu d'enfouissement à Saint-Tite, sur l'acceptabilité sociale. Donc, il y a un chapitre complet là, où on parle de ça. Ça, c'est en 1993, où on parle d'acceptabilité sociale. L'autre point fort également, c'est un chapitre complet également sur l'acceptabilité sociale dans la gestion des combustibles nucléaires de Gentilly. Et troisième fait marquant, c'est celui encore d'un site d'enfouissement où là, au palier local, on constate une très grande acceptation tant des citoyens que des organismes communautaires que des entrepreneurs. Donc là, les gens, ils voulaient avoir un site pour entreposer leurs résidus et c'est là qu'on a créé ce site-là. Enfin, le dernier élément marquant, c'est l'avenue de la filière, je dirais, de mise en place des parcs éoliens. Et c'est là qu'on voit tranquillement émerger dans les rapports le besoin d'analyse plus de toute une filière. Quand on parle d'acceptabilité sociale, ce n'est pas juste un projet, mais toute une filière. Est-ce que la population en général accepte toute cette filière-là? Puis en l'occurrence, c'est celle ici de l'énergie éolienne.
Donc, deux phénomènes aussi peuvent ressortir à travers ces années 90-là. La relation de perception du risque, comme je le disais tout à l'heure, le phénomène pas dans ma cour, le phénomène aussi, je dirais, relié à ce syndrome-là, là, que c'est avant tout péjoratif parfois là, d'analyser cet aspect-là. On arrive maintenant aux années 2000, où là, d'après nous, encore là, je reflète ce qui est écrit dans les rapports. On n'invente rien. Là. Nous, là, c'est comment les commissions ont traité ça. Je vais aller plus vite. C'est celui des impacts psychosociaux. On le voit plus souvent dans les rapports. Je vais dépêcher parce qu'on achève. Ici, par exemple, au lac Kenogami, où on pense que l'intégration équitable des aspects, de tous les aspects, est une condition essentielle à l'acceptation des projets. Ici, vous voyez encore, comme la bulle que j'ai montrée tout à l'heure, au tout début, celle des années 2000, reflète encore plus ou moins le même genre de sémantique, mais là, on voit plus d'aspects sociaux, mise en pièces du tissu social, colère, chicane, détresse, clivages sociaux. Vous voyez, là, les impacts psychosociaux sont plus reflétés dans les rapports. J'accélère. Les moments forts, consultation publique sur la production porcine. Alors ça aussi, j'ai été un acteur là-dedans, puis c'était pas facile, mais c'était un exercice tellement très, très, très intéressant sur la production porcine. L'implantation du terminal méthanier à l'Arabasca, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça avait eu un record de mobilisation citoyenne. Le projet d'établissement d'un lieu d'enfouissement, je l'ai cité ici parce que celui-là, bien que tous les aspects étaient je dirais, correctement analysés puis correctement répondus par le promoteur, il y avait vraiment, c'est un des projets où il n'y a pas eu de décret gouvernemental. Le gouvernement a dit non, il n'y a vraiment pas d'acceptabilité sociale, puis on n'en fera pas de site d'enfouissement dans ce coin-là. Et enfin, le déploiement de la filière éolienne, comme j'ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, quelques moments forts des années récentes, de 2010 à aujourd'hui. Celui sur une mine d'apatite à cette île, c'est un des premiers rapports qui a dit, qui recommande de mettre sur pied un groupe de réflexion et de travail pour élaborer un cadre d'orientation en matière d'acceptabilité sociale. C'est là que les commissaires ont dit, là, on en parle beaucoup, mais on aimerait avoir des références, on aimerait avoir un cadre. On aimerait que les chercheurs trouvent, dans le fond. Même chose pour les enjeux de la filière uranifère qui a aussi tout un gros chapitre 13 sur ce rapport-là, qui a traité beaucoup d'acceptabilité sociale de ce sujet. Et là aussi, on commence à voir poindre d'autres concepts un peu analogues, celui de la construction commune. On cite dans ce rapport-là cet élément-là. Le troisième, aussi récent, c'est un parc éolien dans le Bas-Saint-Laurent, où là, en plus de construction commune, on commence à évoquer le terme de co-construction comme élément qui pourrait aider puis qui pourrait être intégré à travers cette dynamique-là. Enfin, je termine. Aujourd'hui, vous voyez encore les mêmes mots qu'on veut faire ressortir dans les rapports récents. Bien là, acceptabilité sociale, on le voit pas mal partout dans tous les rapports aujourd'hui. La plupart des rapports, il y a ce mot-là qui sort à quelque part dans un chapitre. Je regarde Sylvie, là. Et puis... que ce soit des mandats de route, que ce soit des mandats d'énergie, que ce soit des mandats de lieu d'enfouissement, n'importe quel projet, il y a ce mot-là qui arrive à quelque part dans un mémoire, dans l'analyse des commissaires. D'ailleurs, j'ai une petite citation à vous donner. Vendredi dernier, le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, il s'est exprimé concernant la gestion du niveau du lac. Donc, vendredi dernier, ça fait pas longtemps, là. Moi, je pense que si tu as l'acceptabilité sociale avant de te présenter au BAP, c'est un avantage. Si on n'a pas d'entente, nous, on va déposer notre mémoire qui est issue d'un large consensus social obtenu entre les élus, les gens de Mastoyache et les riverains. Et il termine en disant « Les commissaires du BAP trancheront ». Alors, on a des attentes. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que dans le fond, on traite plus ou moins toujours du même sujet, là, avec différents mots, avec différentes... dans le fond, là, on a toujours plus ou moins... Là, ça n'a pas vraiment tant que ça changé en 40 ans, on a vu. Là, bien sûr, on parle de co-gestion, de co-construction, et tout ça, mais à quelque part, l'idée, c'était toujours de donner une voix aux citoyens
puis qu'il y ait, dans le fond, un esprit, un semblant, je dirais, de contrôle là, par rapport à leur destinée. Nous, bien sûr, on travaille toujours avec la plus grande transparence. On écoute, on pense qu'on est crédible un peu. On pense qu'on amène aussi une certaine confiance. Et c'est dans cet esprit-là qu'on veut poursuivre. Je me dépêche. Nos défis, et là, j'interpelle beaucoup la recherche pour nous, là, c'est établir un portrait juste de l'acceptabilité sociale dans un projet à l'étude. On a toujours une difficulté à définir les limites géographiques du débat. Jusqu'où on va quand on travaille sur une mine, quand on travaille sur une autoroute, quand on travaille sur un éléoduc. Et puis, dans le fond, c'est dans cet esprit-là, c'est la représentativité de la population en audience là, qui nous interpelle. On a aussi un défi, bien sûr, de veiller à trouver toujours des pistes de bonification, même si vous savez que nous, on intervient assez tardivement dans le processus d'évaluation. Le projet est déjà pas mal désigné, les impacts sont mesurés. Auprès de l'organisation, bien sûr, maintenir notre transparence, notre écoute, notre ouverture, veiller à ce que notre qualité d'information diffusée pour informer les gens soit correcte. Ça, on est très soucieux de ça au BAP. La littérature grise, on a horreur de ça. C'est toujours des références, c'est évalué par des pairs. On fait bien attention à ça. On persiste aussi à vouloir intégrer de plus en plus les principes de développement durable dans nos réflexions, sensibiliser le public. Je pense qu'on a un travail là-dessus à faire, puis ça fait partie de notre mandat. Et bien sûr, on est prêt à collaborer à toutes sortes d'institutions pour mieux définir l'acceptabilité sociale, nous aider dans notre travail, puis quitte à bâtir un cadre qui va nous aider à mieux nous orienter. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup, Pierre, et bienvenue. En fait, bonjour à tous, pas bienvenue, ça vous a déjà été souhaité. Donc, on a quelques minutes pour débattre, discuter de cette introduction qu'on voulait à la fois théorique et pratique et qui permet déjà de mettre la table à la fois avec la déconstruction que Pierre Batelier a proposée et avec l'évolution dans le temps de la terminologie d'une pratique qui, en fin de compte, porte les mêmes préoccupations. Je pense que c'est aussi une ligne qu'on souhaitait conserver, c'est-à-dire ce double ancrage théorique et pratique sans tomber, ça vous l'avez lu sûrement dans les recettes, qu'on souhaite garder pour toute la réflexion tout au long du colloque. Donc, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui souhaiteraient briser la glace? Donc, je présume qu'il faut que vous vous rendiez au micro, peut-être? C'est le cas, oui. Donc, vous allez devoir faire de l'exercice pour poser votre question. Alors, je vais vous demander de vous identifier, s'il vous plaît, avant de prendre la parole. Merci. Bonjour. Oui, parfait, on m'entend. Donc, moi, c'est Marie-Ève Maillé, professeure associée ici à l'UQAM. J'ai une question pour M. Barry. En fait, je suis étonnée à la toute... J'ai plusieurs questions, alors je pense que je vais venir vous voir à la pause, là, mais à la toute fin, vous avez parlé de votre volonté, finalement, de vous doter d'un cadre d'analyse. Et dans le fond, ma question vise le livre vert sur l'acceptabilité sociale du MERN. Est-ce que vous n'avez pas là, finalement, ce qui vous servirait de cadre? Et vous n'en avez pas parlé du tout, d'ailleurs. Je l'ai oublié, parce que je l'avais sur mes notes. Effectivement, qu'au gouvernement du Québec, il y a plusieurs institutions qui réfléchissent sur à peu près le même sujet que nous. C'est sûr qu'on collabore déjà, on échange, on est à l'intérieur du gouvernement. Je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener. Je pense que c'est bien de pouvoir échanger sur nous-mêmes, nos propres expériences, eux aussi. Je ne suis pas sûr que ça va finir par un cadre homogène, gouvernemental. J'ai de la difficulté pour l'instant à imaginer qu'il y a des intérêts tant que ça, à part le fait de consulter la population, à part la mécanique, là. Mais je n'ai pas encore d'idée sur comment ça pourrait prendre forme ultimement pour que le MERN, le MAPAC, le MAMO, le ministère de l'Environnement, on ait tous le même outil. Ça, c'est dans l'air, hein, on en parle. Peut-être, mais pour l'instant, là, je n'arrive pas à l'imaginer correctement. Nous, au BAP, on utilise au maximum d'outils qu'on développe pour analyser les changements climatiques,
pour analyser les milieux humides, pour analyser la faune, pour toutes sortes de sujets. Ben, on aimerait ça avoir une bonne grille d'analyse sur ce volet d'acceptabilité sociale. Pour bâtir nos grilles, on regarde ce qui se fait dans la littérature, dans la recherche, dans les productions de recherche à l'extérieur. Et là, je pense qu'on est rendu peut-être à vouloir en avoir une un peu plus formalisée pour nous, nos besoins, sur ce volet d'acceptabilité sociale. C'est un peu ça ce que je voulais dire. Là, donc, on interpelle beaucoup les chercheurs. D'ailleurs, on contribue, on participe à des recherches appliquées avec des centres de recherche. Et puis, on espère que ça va être fructueux pour toujours aider les commissions à comprendre ce qui se passe sur le terrain, puis après ça, à restituer, parce que notre but, nous, c'est d'aviser correctement le ministère de l'Environnement et le ministre et le gouvernement sur ce qui se passe sur le terrain. Oui, bonjour, Michel Gébrac, je suis professeur à l'UQAM. Ma question, elle est à la fois théorique et a des conséquences pratiques. Quel est le degré de coïncidence entre démocratie élective et démocratie participative? Ou autrement dit, pour le BAP, comment faire coïncider, ou est-ce que historiquement, quelle a été la coïncidence entre les mécanismes de démocratie élective et les mécanismes de démocratie participative? Il va falloir que les chercheurs répondent à ça un peu. Nous, on est dans la pratique beaucoup. C'est peut-être l'évolution un peu, je dirais, de la dynamique citoyenne sur le territoire. Les gens sont de plus en plus organisés, les gens ils lisent de plus en plus, ils ont accès de plus en plus à l'information sur le web, ils se font des idées, ils se regroupent en associations, de plus en plus les citoyens, bref, sont organisés. Puis quand ils viennent au BAP, c'est argumenté. Ils ont engagé un PhD en physique nucléaire pour parler d'uranium. Mais alors nous, il faut qu'on soit organisé pour répondre à ça puis saisir de tout le pouls. Donc, pourquoi on en est rendu là? Je pense que c'est l'évolution normale du flux d'informations et de la communication, tout simplement. De là à juger de cette place de la démocratie élective et de celle plus participative ou citoyenne, ça, je laisse les politiciens faire ça. Moi, je ne suis pas politicien, puis je ne suis pas en Sciences Po. Mais ce qu'on dénote, nous, c'est que nos commissions sont denses, les gens sont organisés, les mémoires, c'est des bonnes briques. Puis ça aussi, ça a beaucoup évolué en 40 ans. Puis je ne parle pas juste des parties prenantes opposées, là, je parle des associations industrielles, des gens qui sont dans les chambres de commerce, tout groupe, toute partie prenante confondue. Là. Alors, le besoin de faire entendre sa voix dans une audience où les gens ils sont considérés comme partie prenante égale à tous, aussi, je pense que c'est important. Vous savez, ceux qui ont déjà assisté au BAP, là, il y a un certain décorum, donc il ne se dit pas n'importe quoi. On n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de faire je dirais des avis ou des élocutions trop intempestives. Bref, c'est contrôlé au BAP. Alors les gens, ils savent ça. Quand ils viennent, ils savent qu'ils vont se faire correctement entendre. Alors par rapport à la suite sur la représentation et la décision finale, parce que vous savez, la décision finale, nous, ça relève du gouvernement. Alors là, je laisse les politiciens se démerder avec ça. Peut-être très rapidement, je trouve qu'on parle souvent beaucoup, dans le cadre des discussions sur l'acceptabilité sociale, justement, de démocratie participative, mais justement, pour faire le lien avec la démocratie élective, je pense qu'il y a une réflexion à faire aussi sur quel est le rôle de l'élu, là. Quel est le mandat qu'on lui donne? Est-ce qu'il est élu avec un mandat, puis ensuite de ça, il a un mandat appliqué, puis il a pu à consulter ou à dialoguer avec ses citoyens, là, comme certains élus le considèrent, ou au contraire, son mandat commence le jour où il est élu, puis c'est dans l'interaction continue avec ses citoyens qu'il va, en tout cas, exercer son mandat. Donc, c'est ça. Mais je pense que oui, ça prendrait une réflexion là-dessus, de voir quel est le rôle de l'élu aussi, là, avant d'aller tout de suite dans la critique de la démocratie participative. Je trouve souvent un biais, là, c'est qu'on n'a pas questionné à la base aujourd'hui qu'est-ce qu'on attend d'un élu local. Est-ce que son mandat commence ou finit à son élection? Là? Une question importante. Mais vous voyez, la remarque que j'ai faite du préfet de la MRC du Lac-Saint-Jean, lui, il ne veut pas décider. Là. Il dit le BAP tranchera. Hein? Même si j'ai fait mon maximum sur mon terrain, là, puis si je vois qu'il y a encore trop d'opposition, ou si je vois qu'il y a une tension, j'arrête, là, puis il l'a dit carrément dans le journal, le BAP tranchera. Oui. Bonjour.
Sylvain Lefebvre, je suis professeur ici à l'UQAM. C'est une question peut-être plus pour Pierre. Elle est théorique, mais elle a des impacts pratiques aussi. Acceptabilité sociale, pour moi, c'est un terme qui est un peu nouveau, donc je suis très content parce que vous m'avez permis de mieux le saisir. Puis on comprend bien aussi la consécration de ce terme-là. Comme vous l'avez dit aussi, monsieur, aujourd'hui, c'est un terme qui est important pour se légitimer dans tous les discours, de bâtir l'acceptabilité sociale, etc. Et je me demandais au niveau de, peut-être Pierre, si vous avez travaillé sur la trajectoire de ce terme-là, sa consécration, ma question, c'est un peu qu'est-ce qu'il remplace? On sait bien, par exemple, gouvernance, comment ça a transformé gouvernement. En gros, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a tassé comme terme en s'imposant? Ou à quoi ça s'oppose? On va dire, c'est quoi les petits déplacements? À quoi ça s'oppose? Voilà, au-delà de la trajectoire de ce terme-là, en quoi ça a bougé d'autres éléments? C'est un peu ça ma question. Est-ce que c'est clair à peu près comme question? Plus ou moins? C'est toi qui l'as. C'est moi la question, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça a tassé? Mais c'est sûr que c'était mobilisé. Oui, on parlait peut-être pas explicitement d'acceptabilité sociale, mais c'était parfois, ou c'était peut-être, je sais pas, mobilisation citoyenne, perception du risque, un peu ces éléments-là, mais finalement, c'est des éléments qu'on retrouve dans le débat sur l'acceptabilité sociale. Peut-être juste une anecdote. Moi, quand j'ai fait mes postulats, puis dans l'ensemble de mes recherches aussi, tu parlais de gouvernance, là. C'est tellement des termes larges qu'à un moment, j'ai dû décrocher puis enlever de chacune de mes phrases l'acceptabilité sociale pour être capable d'en parler, là. D'ailleurs, dans mes postulats, vous verrez, il n'est pas dedans. Là, je parle de réponse du public à un projet, là, parce que sinon, je ne m'en sortais pas, étant donné la variété des définitions. C'est ça. Après, c'est le défi de ces termes un peu ouverts, valise, fourre-tout. Mais d'un autre côté, cette malléabilité, elle a quand même permis aussi d'avoir plein de construits sociaux, plein de groupes qui arrivent avec leur vision, leur définition. Ça permet ce débat-là. Donc, il y a les deux côtés où ça crée parfois un peu un dialogue de sourds, mais de l'autre côté aussi, ça permet de sans échange avant de trancher trop vite sur cette notion-là. Mais je pense que c'est venu cristalliser beaucoup de discussions autour de démocratie participative, mobilisation citoyenne, perception des risques, développement durable, ces choses-là. Mais est-ce que ça a tassé un autre terme en particulier? Je ne sais pas. J'ai peut-être pas assez de recul encore par rapport à ça. Mais je pense que, comme d'autres termes, en fait, comme par exemple le développement durable, l'acceptabilité sociale est devenue un lieu de travail social. C'est-à-dire que le fait qu'il soit large et le fait qu'il y ait des définitions concurrentes qui s'opposent, c'est une façon aussi de discuter de la chose, comme ça a été le cas pour plusieurs termes. Alors, je pense à développement durable. Responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la même chose. Donc, ce sont des termes dont la largeur a une utilité parce qu'elle permet le débat social. Et à travers la controverse, on peut ressortir tout ce que tu as fait ressortir en déconstruisant le concept. Ce sont des éléments de réflexion qui sont sous-tendus par ce qui nous énerve à propos du terme de l'acceptabilité sociale. Il y a toutes sortes de définitions qui font de ça justement un instrument, c'est comme un cadre de débat social, finalement, un petit peu cette notion-là. Oui. Oui, bonjour, mon nom est Laurie Chaillet, je suis doctorante à McGill. Et compte tenu de ce que j'ai entendu, le BAP cherche donc à se munir d'un cadre théorique ou d'une approche qui lui permettrait de fournir des grilles d'analyse en matière d'acceptabilité sociale, compte tenu du fait que le concept est, de plus en plus, on se rend compte, transdisciplinaire, c'est-à-dire issu des sciences d'environnement, voire de la gestion, de sciences politiques et même en analyse du discours. N'y a-t-il pas de danger de créer une forme d'angle mort au plan théorique et au plan conceptuel? Je comprends qu'un simple état des travaux n'est pas opérationnel, mais comment le BAP pourrait éviter des formes d'angle mort en matière d'acceptabilité sociale si le BAP cherche à choisir une approche ou un type de grille en particulier? Bien, la première chose que je dois dire, c'est que les commissions sont tous indépendantes et autonomes, tous l'une par rapport à l'autre. Donc, à quelque part, là, ce sont les commissaires, les analystes et ceux qui forment la commission qui enlignent, qui orientent, qui écoutent, qui décident. Et puis nous, du plan de l'organisation, on essaie de fournir un maximum d'outils pour justement ne rien oublier. Fait qu'on a des grilles, on a une grosse grille d'analyse systémique là, sur tous les volets sur le développement durable et sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur certains thèmes un peu plus précis.
peut-être je me suis mal exprimé, mais ce n'est pas un cadre rigide. C'est juste un outil qui permet à la commission de voir plus clair, puis de comprendre ce qu'elle entend, puis comprendre, puis de visualiser, puis d'essayer de restituer après ça, parce que le but, c'est notre produit premier, nous, au BAP, c'est un rapport. Alors, de restituer ça dans un rapport concis qui permet d'être transparent et clair. Donc, jusqu'à maintenant, pour nous, on commence à vouloir peut-être un peu plus cadrer, mais sans vouloir me défendre, on n'ira pas s'enfoncer dans quelque chose de trop rigide, au contraire. Là. Parce que parfois, une commission pourra dire, ben, moi, je prends d'autres choses, puis, parce qu'elle est indépendante puis autonome en soi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Je vais être obligée d'arrêter la période de questions parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, je remercie les deux panélistes.